Bonjour, la Colombie est en flammes depuis quelques jours. Le président, le sous-président, comme on l'appelle en Colombie, donc Ivan Duque, a présenté une réforme du système fiscal, une réforme qui s'attaque évidemment aux plus faibles, non, pour essayer de gagner, enfin que l'État puisse générer de l'argent pour compenser les pertes liées à la pandémie du Covid. Donc, il y a eu des manifs monstrueuses depuis 4 jours, ce qui a forcé le président Duque, le président colombien, à reculer au moins temporairement dans la nuit donc du dimanche 2 au lundi 3, et donc à suspendre temporairement la réforme fiscale. Donc, on fait le point parce que c'est très intéressant, un grand mouvement social avec malheureusement des morts et une véritable tragédie, comme c'est l'histoire récente de la Colombie. Je rappelle tout de même que pour l'année 2020, il y a eu plus de 350 leaders indigènes, des droits de l'homme, syndicaux de défense de différentes libertés qui ont été assassinés en Colombie. C'est une véritable tragédie politique, mais là, le peuple semble bouger. Donc, pour analyser tout ça, on est avec Fabien Lassalle, qui est un étudiant français en relations internationales et qui finit son master à Bogota, en Colombie, et qui évidemment suit de près tous ces événements. Fabien, bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va, super. Écoute, merci d'être avec nous. Et puis, bienvenue sur notre rive où on partage, évidemment, on fait le pont entre les luttes sociales et politiques du côté de la francophonie et puis en Amérique latine. Fabien, première question, elle est toute simple. Est-ce que tu peux nous expliquer le contenu de cette réforme sociale? Cette réforme Alors là, fiscale, pardon, excuse-moi, j'ai fait un lapsus. ouais, cette réforme fiscale, ça a été celle qui a mis le feu aux poudres ici en Colombie. Ça a été l'étincelle à l'origine de ce mouvement. C'est une réforme qui s'attaque directement aux classes populaires, aux classes moyennes. Elle veut notamment faire baisser, elle voulait notamment faire monter à 19% la TVA sur les biens de première nécessité, les services publics, l'électricité, le gaz, etc., à 500 euros. En pleine pandémie, cette réforme, ça aurait été une véritable thérapie de choc qui aurait conduit des millions de Colombiens à souffrir de la faim pour certains, parce qu'ils n'auraient pas pu s'acheter assez pour se nourrir, notamment avec la montée de la TVA dans un pays où l'essentiel de la population vit d'emploi informel au jour le jour. Ça aurait eu une conséquence directe sur l'alimentation des classes populaires. Et puis pour les classes moyennes, qui gagnent très peu, qui sont extrêmement précarisées, elles auraient dû payer des impôts assez importants sur le peu de revenus qu'elles ont. Donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Il faut savoir quand même que la pandémie, les politiques néolibérales de l'actuel gouvernement de Duque, elles ont fait sombrer 42,5% des Colombiens dans la pauvreté. Aujourd'hui, il y a 8 millions de Colombiens qui vivent dans l'extrême pauvreté. C'est 3 millions de plus qu'avant le début de la pandémie. Et aujourd'hui, la Colombie est toujours le 4e pays le plus inégalitaire au monde. Donc, dans un pays où il n'y a quasiment pas d'impôt sur les capitaux, où les riches ne payent pas d'impôts ou presque pas d'impôts parce qu'ils ne déclarent pas leurs revenus, qu'ils soient licites ou non, et le peu de revenus qui est déclaré est plafonné extrêmement bas au niveau de l'imposition. Les Colombiens ils ressentent un profond dégoût face à un système comme celui-ci, qui est quasiment de type féodal. On a une poignée d'individus, pour la plupart les descendants des premiers colons espagnols, qui possèdent quasiment tout, quand des millions de citoyens vivent en fait dans la misère absolue. Oui, justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur le contexte dans lequel a eu lieu cette réforme fiscale. Le confinement a beaucoup touché, non, les classes populaires en Colombie. Il y a eu une quarantaine généralisée qui a duré plus de 6 mois dans un pays où l'économie informelle est un peu le poumon, ou en tout cas le salut de nombreuses couches populaires. Les services, évidemment, les services de l'État, alors l'État colombien, enfin, je veux dire, c'est presque un oxymore, mais les services publics, en tout cas, sont à l'abandon. Le néolibéralisme est triomphant, et ce, depuis de nombreuses années, mais encore plus avec le retour de l'ouribisme au pouvoir. Il y a, comme tu l'as mentionné, une évasion fiscale généralisée des très riches. D'ailleurs,
pas forcément la classe moyenne supérieure qui, elle, doit s'acquitter d'impôts, mais en tout cas, les très riches ne payent pas l'impôt. Évidemment, sans parler du poids du narco dans l'économie colombienne. Hein. Les narcos, bien évidemment, ne payent pas d'impôts. Donc, cette réforme, elle est ressentie à juste titre comme profondément injuste par le peuple colombien. Il y a une copine colombienne avec qui je discutais ces jours-ci, qui est activiste des droits de l'homme et qui me résumait la situation en me disant ils veulent nous faire payer des impôts comme en Europe pour des services publics comme en Haïti. Alors, bon, ce n'est pas très gentil pour Haïti. Hein. Vous savez que sur les deux rives, on est très proche et on suit les luttes du peuple haïtien. Mais enfin, il faut quand même reconnaître que les services publics, ce n'est pas la première des qualités de l'île caribéenne. Bon, je pense que ça résume un peu la situation d'injustice profonde. Et généralement, ces injustices fiscales, ce sont les germes qui amènent une contestation du modèle général. Non, on peut aller rechercher ça dans l'histoire profonde en Amérique latine ou en Europe d'ailleurs. On peut juste penser en France avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est né aussi d'un sentiment d'injustice fiscale. Est-ce que tu peux nous parler du contexte social dans lequel est intervenue cette réforme fiscale et comment les mots d'ordre ont peut-être évolué au fil des manifestations? Ouais, donc on a effectivement une explosion de la pauvreté avec le Covid, et puis sans aucun matelas pour permettre aux gens de s'en sortir, des gens laissés à eux-mêmes. Alors on a eu des mesures de confinement aussi sévères qu'en Europe au début du confinement, mais sans aucune aide pour que les gens puissent avoir de quoi vivre. Donc ici, on avait des manifestations il y a un an où les gens réclamaient seulement de pouvoir sortir pour pouvoir trouver de quoi manger. Et oui, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces derniers jours, des gens qui me disent on n'est pas contre payer des impôts, seulement l'éducation est minable, personne ne met ses enfants, il ne faut vraiment pas avoir le choix pour mettre ses enfants dans le système éducatif public parce qu'il est vraiment minable, le système de santé également. La police est extrêmement corrompue en Colombie, ce qui génère une insécurité très forte. On a environ 30 fois plus d'homicides ici qu'en France. Les gens ont peur à chaque fois de sortir en sortant de chez eux, de se faire attaquer, de se faire voler, de se faire assassiner. Donc les gens ont le sentiment que tout cet argent en fait ne va servir à rien d'autre qu'à alimenter davantage la corruption et pire encore, servir à la guerre qui est menée depuis 60 ans contre le peuple colombien, que cet argent sert en fait à financer la police qui est en ce moment même en train de tuer les gens qui manifestent contre ce projet. Et ça, les gens le vivent très, très, très mal. Puis il y a aussi la volonté de rembourser les politiques d'aide aux entreprises du gouvernement de Duque, parce que s'il n'y a eu aucune aide ou quasiment aucune aide pour les plus démunis, des sociétés comme Avianca, la compagnie aérienne, ont touché des centaines de millions de dollars. Et donc oui, tout ça, vraiment, les gens le vivent comme une énorme injustice. Alors après, Romain, le début de l'étincelle du mouvement, ça a été donc la réforme fiscale qui, je le rappelle, a été finalement mise de côté hier, même si les Colombiens ne sont pas dupes et savent qu'elle va probablement revenir par une voie ou une autre. Mais aujourd'hui, oui, ce que dénoncent les Colombiens qui sont dans la rue, c'est le système politique dans lequel ils vivent, et avant tout la corruption, et puis la figure centrale du mouvement, c'est Álvaro Uribe, en fait, l'ancien président de 2002 à 2010. Le nom du système, on en reviendra. Je te coupe, Fabien, pour pas qu'on empiète, parce que j'ai une question quand même qui est importante, et je pense que ceux qui nous regardent ont besoin aussi d'un état des lieux. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'étendue des manifestations sur le pays et puis aussi de la répression qui s'est abattue sur les manifestants? Oui, c'est très important. Alors déjà, il y a quelque chose qui saute aux yeux, et que moi j'étais venu en Colombie il y a 2 ans et que je n'avais pas du tout observé, ça a énormément changé en 2 ans, c'est qu'aujourd'hui le consensus contre le gouvernement et contre l'uribisme est quasiment généralisé. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui soutiennent le gouvernement. D'ailleurs, cette réforme tributaire, il y a même des gens au sein du parti de Duque qui l'ont critiqué, à commencer par Uribe lui-même, ce qui est assez hypocrite de sa part.
Mais en tout cas, oui, il y a une impopularité du gouvernement qui est généralisée, il y a un dégoût qui est total, et ça, c'est vraiment nouveau en Colombie. Ce qui est nouveau aussi, c'est que la figure d'Uribe, jusqu'il y a peu, avait une forte base de soutien encore, aujourd'hui, cette base de soutien, il est en train de la perdre, et ça fait des décennies que la droite est au pouvoir en Colombie, ça fait 20 ans que l'extrême droite est au pouvoir, et les gens veulent du changement, en fait, ils veulent une nouvelle politique. Donc, les manifestations sont massives, elles sont dans toutes les villes du pays, elles sont aussi dans les plus petits villages. Je ne dirais pas que tout le monde y va parce qu'il y a la peur du Covid, il y a la peur de la répression, mais en tout cas, tout le monde les soutient. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que par exemple, on voyait des cacerolasso, des concerts de casseroles, des petits groupes, parce que c'est des petits groupes très spontanés qui se déplacent dans toute la ville. Alors, certes, les gens ne vont pas forcément descendre pour les rejoindre, mais en tout cas, tout le monde va se mettre à sa fenêtre, va sortir des casseroles pour taper, les automobilistes vont klaxonner. Il y a vraiment un soutien qui est absolu, quoi. Ça c'est très fort. Alors après, oui, il y a des violations de droits humains qui sont terribles. La répression, elle est extrêmement sanglante, extrêmement violente. On compte au moins 21 morts selon l'ONG Temblores, mais on en a probablement plus. De la police. La répression, là où elle est la plus violente, c'est à Cali, parce que Cali, c'est la ville qui est actuellement la troisième ville du pays qui est la plus mobilisée en ce moment. Cette nuit aussi, elle est très violente dans des villes comme Pereira, comme Palmira et à Cali. Donc, ça reste cette même région, en gros, au sud-ouest du pays. On a compté 12 personnes qui ont perdu un œil. On a des milliers de gens qui sont retenus, notamment dans des stades. On a vu ces images terribles de manifestants entassés dans des stades à Bogota. Puis on a de nombreuses personnes qui sont actuellement portées disparues. Les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, et surtout celles de Cali, elles sont terribles. C'est des images vraiment, on croirait voir des blessures de guerre avec des crânes ouverts, des cadavres au sol. Enfin, c'est extrêmement violent. Il y a des centaines d'images où on voit des policiers tirer à balles réelles sur les manifestants. Il y a des centaines d'images où on voit des manifestants au sol tabassés par les forces de police. Et puis, il y a 2 jours, dans une allocution à la télévision, le président Ivan Duque, qui était juste à côté du chef d'état-major de l'armée de terre, a confirmé la militarisation des principales villes du pays. Il a désigné les manifestants comme des terroristes. Et il a expliqué que serait dorénavant poursuivi pour obstruction de la voie publique les manifestants, c'est-à-dire un délit qui est puni de 4 ans d'emprisonnement. Donc oui, il y a une volonté de mater cette révolte, mais en tout cas, hier, le renoncement au projet de réforme fiscale n'a pas suffi. Et là, en ce moment même, j'entends les klaxons dans la rue. Là, c'est les taxistes qui défilent aujourd'hui, mais de toute façon, dans toute la ville, il y a des gens qui sont en mouvement, il y a des ports et des routes qui sont bloqués, et les protestations, ouais, elles ont lieu dans tout le pays et même à l'étranger. Oui, alors je faisais une petite boutade colombienne en introduction. Je disais que Ivan Duque était le sous-président de la Colombie. Ça veut dire qu'il a donc un président réel ou en fait de fait, n'est-ce pas? Et on attribue souvent à Alvaro Uribe la main mise sur les décisions de l'État colombien. Et effectivement, encore dans la réponse de l'État aux manifestations, la veille de la décision de militariser le pays par Ivan Duque, Alvaro Uribe avait dans un tweet demandé aux forces de l'ordre et à la police et à l'armée de tirer à balles réelles contre les manifestants, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Fabien, ce ne sont pas les premières manifestations. Tu parlais que tu étais venu il y a 2 ans en Colombie, avant de t'y établir pour l'instant. En 2019, il y a eu, juste avant la crise du Covid, il y a eu des manifestations monstres au deuxième semestre de 2019. En 2020, il y en a eu encore. Donc, il y a de très grandes mobilisations sociales dans un pays où, je le rappelle, les leaders peuvent être susceptibles d'être condamnés à mort, non pas évidemment par l'État, mais par toutes les forces paramilitaires qui cohabitent à la marge des forces de répression. C'est extrêmement difficile d'être un leader politique, social, syndical en Colombie. On risque vraiment sa peau. Et pourtant, malgré ça, il y a des très grandes mobilisations sociales depuis 2 ans.
Est-ce qu'on est en train d'assister à la contestation d'un modèle de société? Et quelles peuvent être les traductions politiques à un an des présidentielles? Parce que je rappelle que l'année prochaine, il y aura des élections présidentielles en Colombie. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'étincelle, ça a été la réforme fiscale, mais aujourd'hui, hier, je me suis rendu dans les cortèges. Hier, le slogan principal, c'était Uribe Paraco, c'est-à-dire Uribe est un paramilitaire. Ce qui est dénoncé avant tout, c'est l'État. C'est l'État qui est un État mafieux, qui est un État corrompu, qui est un État infiltré au plus haut niveau par le narcotrafic, qui est infiltré au plus haut niveau par les milices paramilitaires qui massacrent dans tout le pays. Et c'est avec ça que les gens veulent en finir. Et c'est tout ce système-là, tout ce système mafieux, le point central, si vous voulez, c'est la figure de l'ancien président Álvaro Uribe, qui est au centre de tous les slogans, alors des slogans pas très gentils. Au centre du narcotrafic et au centre du scandale militaire aussi, et ceci étant largement documenté par ailleurs. Exactement. En fait, c'est ça le grand retournement qui a lieu en Colombie depuis plusieurs mois. C'est que petit à petit, il y a de plus en plus de révélations sur les liens d'Uribe avec les groupes paramilitaires, avec les narcotrafiquants, et qu'il est de plus en plus haï, en fait, pour ça, y compris par des personnes qu'il a adorées il y a quelques années. Et pour beaucoup de Colombiens, c'est lui le président actuel de la Colombie. Tu l'as dit, Ivan Duque, il est vu comme une marionnette. Les Colombiens, ils ont appris il y a peu qu'il y a eu plus de 6400 falsos positivos, c'est-à-dire les civils assassinés par l'armée sous le mandat d'Uribe pour faire monter les statistiques de guérilleros sur les combats. C'est 3 fois plus que ce qu'on savait déjà, et le sentiment d'impunité, d'injustice, il fait aujourd'hui c'est 6402, je crois, et ce chiffre de 6402, il est partout sur toutes les pancartes. C'est le symbole de la politique sanglante d'Álvaro Uribe. Je t'arrête un instant, Fabien, parce que là, on est en train de parler une langue où toi et moi, on se comprend, mais je ne suis pas sûr qu'on nous comprenne en dehors de la vidéo. Les falsos positivos, c'est un scandale qui a eu donc, entre 2002 et 2008, où des secteurs de l'armée colombienne faisaient appel dans les campagnes à des travailleurs journaliers ou pour une journée de travail agricole. Ils faisaient monter tout le monde dans le camion, ils se dirigeaient vers un champ et puis là, ils faisaient descendre tout le monde et ils massacraient tout le monde à la mitraillette. Il les déshabillait, il les rhabillait en uniforme de guérilleros et il les jetait dans une fosse en disant il y a eu des affrontements avec la guérilla, regardez, on a gagné. Donc c'est une pratique absolument ignoble où des innocents, des travailleurs qui ne demandaient absolument rien se sont fait massacrer. Et puis ce qui a mis la puce à l'oreille à certains, alors aux familles évidemment, mais les familles dénonçaient ça, mais aussi à certains activistes, c'est que ils n'étaient même pas foutus de les habiller correctement, donc ils leur mettaient 2 bottes gauche, et donc on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un montage de l'État. C'est donc 6402 officiellement, certainement plus en réalité, et ce, sans compter toutes les fausses communes qu'on a découvertes, comme à la Macarena, sans compter les fours crématoires des paramilitaires à Villa del Rosario, sans compter les casas des piquets, maisons où on découpe les gens vivants. Donc, la Colombie, pour les luttes sociales, c'est effectivement très compliqué. Donc, je ferme cette petite parenthèse pour vous donner une petite idée de la barbarie de l'élite au pouvoir qui n'hésite pas à massacrer son propre peuple juste pour faire monter les statistiques et évidemment pour faire régner un climat de terreur sur les luttes sociales. Excuse-moi Fabien, tu peux continuer, je te rends la parole. Non, oui, c'est très symbolique ce cas des falsos positivos. Ça a été révélé par la REP, qui est le tribunal spécial pour la paix qui a été mis en place par les accords de paix entre les FARC et la Colombie en 2016 et que Álvaro Uribe veut supprimer. Et non, c'est extrêmement symbolique de la violence d'État, du terrorisme d'État qu'il y a ici. Et les gens veulent sortir de ce système. Ils veulent la fin d'un État qui est contrôlé par une mafia, par des parrains du narcotrafic, par ceux qui assassinent des milliers de personnes chaque année en Colombie. Rien qu'en 2020, on a compté 91 massacres, c'est-à-dire des meurtres collectifs de plus de 4 personnes qui
Oui, 91 massacres, 91 tueries de masse. On a eu 310 leaders sociaux qui ont été assassinés, donc c'est-à-dire des syndicalistes, enfin, des personnes engagées. Et c'est un climat de terreur. Il y a une large partie du territoire colombien qui est directement contrôlé par ces groupes paramilitaires. Et c'est les méthodes de ces groupes, oui, elles sont comparables à celles de Daesh. Les gens sont coupés en morceaux, elles sont brûlées vives, elles sont décapitées. Et tout ça répond à une stratégie de terreur qui a été pensée pour asseoir totalement le pouvoir de ces gens, de cette petite minorité de grands oligarques colombiens qui sont propriétaires de toutes les terres, de l'essentiel des entreprises et surtout parrains, oui, du narcotrafic, de ces milices, etc. Et la Colombie, elle veut nous faire croire qu'elle est un État de droit. Les États-Unis, l'Union européenne, la France traitent la Colombie comme si elle était un État de droit, mais en fait, la Colombie, c'est un État autoritaire et corrompu qui est gangréné par le narcotrafic, qui est dirigé par quelques plutocrates et régi par la loi de la violence. Et la communauté internationale, elle doit enfin ouvrir les yeux là-dessus, surtout en ce moment quand on voit les images des répressions terribles qui sont pratiquées en Colombie pour des manifestants qui sont pour la plupart très pacifiques. Alors pour les massacres, tu faisais bien de le rappeler, donc 91 massacres en 2020 et 31 depuis janvier 2021. Donc là, ils vont certainement battre encore un record, surtout dans le contexte des mobilisations sociales. Quelles sont les perspectives? Vu depuis 10 ans. Comment? Parce qu'en fait, aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a dans le contexte, il y a aussi la question du conflit armé. C'est-à-dire que les gens ont eu beaucoup d'espoir. Donc je rappelle que le mandat d'Álvaro Uribe s'est terminé en 2010, je crois, oui, 2010. Et que c'est son successeur, Santos, s'est montré un peu plus modéré que lui. Il a rompu avec lui personnellement. Et il a notamment pris l'initiative, c'est un président de droite, mais il a pris l'initiative des accords de paix avec les FARC qui ont été signés en 2016. Et donc, il y a toute une génération en Colombie qui a grandi avec l'idée qu'on allait vers la pacification du pays, etc. Le terme à la mode en Colombie, c'est le post-conflit. Sauf qu'en fait, les accords, ils ont été signés en 2016. Ils ne sont pas respectés du tout parce que les Uribistes, avec Duque, sont revenus au pouvoir en 2018. Et depuis l'arrivée des Uribistes en 2018, il y a eu une hausse exponentielle des violences dans tout le pays, des attaques, des massacres, des crimes contre les leaders sociaux. Et chaque année, depuis 3 ans, c'est de pire en pire. Donc les gens ont l'impression de revivre une situation qu'ils avaient vécue il y a 20 ans. Et ça, c'est très difficile. Les gens, ils veulent aussi la paix. Et là, c'est le camp anti-paix, c'est le camp qui a intérêt à la guerre qui est au pouvoir. Oui, et dans les 320 leaders sociaux, indigènes, paysans et activistes des droits de l'homme qui ont été assassinés en 2020, on ne compte pas les anciens guérilleros. Ça, c'est encore autre chose. Il y en a à peu près 1000 qui ont été massacrés depuis, donc 1000 signataires des accords de paix qui ont été massacrés depuis 2016. Fabien, les perspectives politiques, on a vu que le candidat progressiste, Gustavo Petro, était en hausse dans les sondages. Évidemment, il doit aussi bénéficier du mécontentement par rapport à l'ouribisme, puisque c'était aux élections de 2018, c'était le candidat qui affrontait Ivan Duque au deuxième tour. Est-ce qu'il y a un possible changement avec Petro ou est-ce que c'est un peu encore trop tôt pour le dire? Sachant que les élections sont l'année prochaine. Les élections, elles sont dans exactement 1 an. Et actuellement, Petro est de loin l'ultra favori. Il y a des sondages qui sont sortis il y a quelques semaines dans l'un des médias de l'oligarchie et tous disent que Petro gagne dans tous les cas de figure possibles, que ce soit contre la droite, contre l'actuelle vice-présidente d'extrême droite, contre le camp de Santos, contre le fils d'Uribe qui va peut-être être candidat, contre un centriste type Macron d'ici qui s'appelle Farardo. Dans toutes les hypothèses, Gustavo Petro gagne actuellement dans les sondages. Il ne faut pas crier victoire, mais en tout cas, Gustavo Petro symbolise ce désir de changement. Une grosse rupture qu'il y a aussi par rapport à il y a 2 ans, quand il y a eu un autre mouvement social très important ici en octobre 2019, c'est qu'octobre 2019, c'était anti-politique, c'était un mouvement spontané qui ressemblait davantage aux Gilets jaunes, où on ne voulait pas de politique. Là, au contraire, les politiques sont plutôt les bienvenus dans ce mouvement. Et le camp de Gustavo Petro soutient ce palo national, donc ce qui en fait le place direct en figure de principal opposant à Duque.
Alors le chemin, il est semé d'embûches pour lui, parce que en Colombie, la fraude et l'achat de vote, ce sont des pratiques massives. D'ailleurs, certains considèrent qu'en 2018, Petro aurait déjà gagné l'élection, mais qu'en fait, elle a été volée. Petro fait l'objet de menaces de mort. Et je rappelle qu'en Colombie, hélas, l'assassinat d'opposants politiques est une pratique courante. Et il fait surtout l'objet du lawfare, l'action judiciaire contre les opposants qu'on observe aujourd'hui dans de nombreux pays. Alors, par exemple, une histoire absolument ridicule qui est sortie il y a 2 semaines. On a voulu priver Petro de ses droits civiques, alors je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, pour une irrégularité de l'ordre de 70 euros. Voilà. On a des gens qui sont au pouvoir actuellement et qui découpent des gens en morceaux, qui sont coupables de dizaines de massacres chaque année. Et lui, on veut l'empêcher de se présenter pour une irrégularité de 70 euros. Et alors, une autre grosse difficulté qu'aurait Petro s'il gagnait l'élection, vu le système politique, ce serait d'avoir une majorité au Parlement, puis surtout de pouvoir compter sur un État qui est largement infiltré par une opposition de type mafieuse. Ceci étant, ça représenterait un changement immense, puisque la Colombie, c'est un pays où il y a eu pendant très longtemps, où il y a toujours une idéologie très macartiste qui est développée par les médias, par le paysage intellectuel, etc., de peur du rouge, d'anticommunisme primaire, et donc tout ce qui est plus ou moins de gauche, en fait, était victime d'une de calomnie assez forte. Et donc Petro essuie ça, mais justement, cette digue, elle est en train de sauter parce que les gens ont eu l'occasion de tester au cours des 60 dernières années toutes les nuances de droite possibles, en fait. Et donc, ils veulent passer à autre chose aujourd'hui. Et Petro incarne ça. D'autant que Petro n'est pas particulièrement radical par rapport à d'autres leaders de gauche en Amérique latine. Donc oui, il incarne un espoir très fort. Après, il suffit de voir ce qui va se passer dans l'année à venir. Mais en tout cas, ces manifestations, elles marquent aussi la fin de l'horribisme. Je ne sais pas ce qui va en être, mais en tout cas, il y a un consensus aujourd'hui pour dire que ce mouvement politique sanglant qui est au pouvoir depuis 20 ans doit disparaître. Et c'est pour eux que c'est le plus difficile actuellement, pour le Centro Democrático, le parti d'Álvaro Uribe. Et quoi qu'il arrive, les manifestations elles vont se poursuivre dans les jours à venir, c'est certain. Et je pense pas qu'il y aura d'issue tout de suite, mais ça va laisser des conséquences dans la mémoire collective. Et je pense que ça rajoute encore plus de poids à la possibilité d'une transformation sociale importante en Colombie. Ouais, et ben écoute, moi je suis un petit peu plus pessimiste de nature, surtout sur la disparition de l'ouribisme, puisque en s'attaquant à l'ouribisme, c'est aussi le nœud de l'économie colombienne basée sur le narcotrafic et l'économie de guerre. Donc il faudrait que la Colombie se réinvente totalement au niveau économique et politique. Donc évidemment, on verra ce qui adviendra l'année prochaine. Fabien, merci. Merci à toi. Voilà, et puis prends soin de toi dans les manifs, évite de te faire tirer dessus. Et puis, écoutez, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, au moins vous avez un autre point de vue sur la Colombie, un autre son de cloche. Et pour que cette voix discordante et alternative ne s'éteigne pas, nous vous invitons évidemment à suivre et soutenir les deux rives. À très bientôt.